Bonsoir tout le monde. Bienvenue à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Mon nom est Chantal Lyotte, je suis la responsable des communications de l'école. J'agirai à titre de maître des cérémonies. Sans plus tarder, j'invite le doyen de l'École de santé publique, Dr. Régent Imbert, à vous adresser quelques mots. Merci beaucoup, Chantal. Bonjour, chers amis, collègues, étudiants et étudiantes. Bienvenue à notre conférencier d'aujourd'hui. Les conférences magistrales ont été inaugurées l'année dernière, en 2018, par une conférence magistrale de Louise Potvin. C'est une occasion de pouvoir mettre en valeur certains de nos collègues qu'on a parfois l'occasion de voir dans des congrès internationaux, mais qu'on n'a jamais l'occasion d'entendre lorsqu'on est à l'intérieur des murs. Donc, ça donne une occasion pour les étudiants et les collègues de pouvoir saisir les champs de recherche qui sont explorés et fouillés par nos collègues. Et lorsqu'on a des invités prestigieux, bien, on les intègre dans ces conférences magistrales. Et ça nous permet donc d'animer une vie scientifique à l'école. Et ces conférences-là sont bien sûr suivies sur place par vous tous et toutes, mais aussi suivies sur Facebook par un nombre 2 fois plus grand, en fait, de participants. Alors, ça nous permet donc de rayonner et de mettre l'École de santé publique à l'avant-garde des activités scientifiques en santé publique au Québec et ailleurs. C'est aussi l'occasion de souligner un certain nombre de choses, et on voudrait aujourd'hui souligner une initiative de nos doctorantes qui ont travaillé à mettre sur pied la liste des femmes francophones en santé mondiale, des femmes engagées en recherche et en intervention en santé mondiale. Et pour vous en parler, et j'aimerais la féliciter, j'aimerais souhaiter la bienvenue à Muriel Maxin, qui va venir vous expliquer, vous exposer qu'est-ce que c'est que cette liste des femmes francophones en santé mondiale. Muriel? Merci beaucoup, Monsieur le doyen. Donc, avant de vous entretenir sur la genèse et les retombées de cette liste, on veut particulièrement remercier Dr. Louise Potvin et toute son équipe à l'IRSPOM, et notamment Monsieur Mugisha Rutishisha, qui nous a accompagnés de façon très étroite à l'élaboration du document au niveau de la mise en œuvre. Et au nom du groupe, on veut aussi remercier le doyen, Dr. Régent Imbert, l'IRSPOM, ainsi que Chantal Lyotte, pour nous avoir accompagnés dans la publication de ce beau document, d'ailleurs, qui est au bout, là-bas, sur la table. Vous êtes conviés à en prendre une copie. Et puis, je voudrais aussi saluer chaleureusement nos compagnes du groupe de travail francophone, constitué, comme vous l'avez dit, de doctorantes, de post-doctorantes et aussi de récentes graduées de l'IRSPOM. Nous avons travaillé de façon bénévole et volontaire pendant presque 1 an et demi pour accoucher de ce document. Alors, je voudrais saluer Erika da Silva Miranda, Lara Gauthier, qui est là-bas. Il y a aussi Samiratou Ouedraogo, qui est en déplacement entre le Mali et le Burkina. Il y a aussi Kadi Diatou Kadio, qui est aussi en déplacement. Anne-Marie Turcotte-Tremblay, Cielo Pérez Osorio et Stella Kenyetini. Et la dernière et non la moindre, c'est Catherine Jones, la coordonnatrice de notre groupe et aussi notre mentor par rapport à cette initiative. Alors, elle travaille présentement à Londres, voilà. Alors, en 2014, pour promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes, et ce, face à un constat d'un manque de reconnaissance des femmes en tant que spécialistes, en tant qu'expertes, durant différentes conférences, panels. Ilona Kickbush, directrice du programme en santé mondiale à l'Institut des hautes études internationales et développement à Genève, a lancé une première liste de 100 femmes leaders en santé mondiale, et quelques temps après, la liste des 300 femmes leaders en santé mondiale par Twitter. Donc, la première liste était sur Twitter et la deuxième aussi sur Twitter. Bien que ces 2 listes ont rendu très visibles ces femmes de très haut niveau au niveau de la santé mondiale, un constat perdure,
c'est des disparités régionales et linguistiques au niveau de la nomination de ces femmes. Donc, par exemple, les femmes provenaient principalement des États-Unis ou de l'Europe. Alors, pour aborder de front cette disparité, notre groupe, on a décidé de contacter l'organisation Women in Global Health, qui est située aux États-Unis, et de nous joindre à un mouvement international et global pour promouvoir l'égalité des genres au niveau du leadership, au niveau de la santé mondiale. Alors, notre objectif était de produire une liste, la première liste en fait, de femmes leaders francophones en santé mondiale pour mettre de l'avant toutes ces femmes francophones, non seulement celles qui travaillent dans des institutions prestigieuses comme l'OMS, mais aussi des femmes leaders qui travaillent au niveau communautaire et au niveau de la recherche. Alors, de juin à septembre 2018, nous avons lancé un appel à nomination en français et en anglais sur le site de Women in Global Health à travers différents réseaux internationaux et régionaux en santé mondiale, bien sûr sur Twitter aussi, mais à travers différents canaux pour essayer d'aller rejoindre ces femmes leaders qui ne sont pas toujours dans les mêmes sphères d'élite au niveau de la santé mondiale. Au préalable, nous avons aussi publié une lettre au Lancet qui voulait sensibiliser, mais aussi promouvoir cet appel à nomination pour sensibiliser, aborder cette question de la sous-représentation de certains groupes de femmes, notamment celles qui sont francophones, dans les efforts mondiaux afin de promouvoir l'égalité des genres dans le leadership en santé mondiale. Donc, au total, nous avons reçu 330 nominations. Toutes les femmes qui ont accepté leur nomination et qui ont validé personnellement leurs informations paraissent sur cette liste. Celles qui n'avaient pas répondu, on les a relancées 5 fois pour s'assurer qu'on n'oublie personne. Donc voilà, alors nous sommes très fiers de vous présenter cette première liste qui contient 204 femmes provenant d'une trentaine de pays, dont la majorité proviennent de pays à revenus intermédiaires et faibles, avec une très forte représentation des pays francophones du continent africain. Donc, ça ajoute, nous pensons, aux 2 premières listes qui ont été publiées. Alors, si vous prévoyez organiser des panels, des conférences, les femmes sont disponibles, elles sont là, elles sont expertes et utilisez-les à bon escient pour vos activités scientifiques. Et je vous invite encore une fois à aller prendre une copie. Et vous pouvez aussi télécharger le document directement du site de Women in Global Health. Merci. Merci beaucoup, Muriel. Comme vous savez, cette conférence est présentée conjointement par l'École de santé publique, par l'Institut de recherche en santé publique de l'Université de Montréal et par l'Union internationale de promotion de la santé et de l'éducation. J'invite maintenant la directrice exécutive de l'Union internationale de promotion de la santé et de l'éducation à vous adresser quelques mots. Madame Comeau. Merci. Bonsoir, bon après-midi. Donc, au nom de l'Union internationale de promotion de la santé et d'éducation pour la santé, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie donc moi aussi d'être présent pour cette belle occasion de réfléchir ensemble à ce qui est la promotion de la santé aujourd'hui. Vous savez que notre invité est entre autres le titulaire de la chaire UNESCO Éducation et santé. Et l'UIPES est fier de faire partie de cette communauté et d'être un des membres fondateurs de cette chaire. Et nous profitons du passage donc de M. Jourdan pour discuter avec lui de nos collaborations et d'approfondir nos échanges. Et cette chaire aussi, je dois dire, incarne beaucoup des choses qui nous tiennent à cœur à l'UIPES, notamment l'intersectorialité, les échanges entre différents pays, différentes réalités. Et
et aussi beaucoup l'idée que la recherche et la pratique sont intimement interreliées. Donc, il s'agit d'un allié fort pour notre organisation globale. Et bon, alors je vous souhaite donc de passer un bon moment cet après-midi et que ça suscite de belles discussions ici tout à l'heure après la présentation, mais aussi plus tard. Donc, si vous avez envie de poursuivre aussi cette discussion avec nous, vous pouvez venir nous voir au bout du couloir ici, l'UIPES, ou vous pouvez venir nous voir aussi à l'autre bout du monde dans 3 mois, dans 2 mois, en avril à la conférence mondiale de l'UIPES en Nouvelle-Zélande. Alors, merci beaucoup à tous et puis bonne écoute. Merci, Mme Comeau. Maintenant, comme je vous disais, il y a aussi l'Institut de recherche en santé publique qui est le présentateur de cet événement. J'invite la directrice générale, Mme Potvin. Merci beaucoup, Chantal. Merci beaucoup d'être là. Bonjour tout le monde. Bonjour Didier. Je suis ici pour 2 choses. D'abord, je tiens à féliciter le groupe de jeunes femmes qui sont à la tête de cette initiative des femmes leaders en santé mondiale. C'est évident que lorsqu'elles sont venues demander à l'IRSPUM un petit coup de main, on a regardé le projet puis on s'est dit c'est en plein dans ce qu'on fait. Ce qu'on fait, c'est valoriser de la recherche, valoriser des jeunes carrières et promouvoir effectivement l'équité dans la conduite de carrière universitaire. Donc, ça rentre en plein. Merci d'avoir sollicité le partenariat de l'IRSPUM et ça nous a fait bien plaisir. L'IRSPUM, on a aussi comme mandat effectivement d'animer le milieu, de participer à une animation scientifique du milieu et ça nous fait bien plaisir de partager plus largement nos conférenciers qui viennent nous voir. Et c'est mon plaisir ce matin, ou cet après-midi plutôt, de vous présenter mon collègue et ami Didier Jourdan. Didier est titulaire de la toute nouvelle chaire UNESCO Éducation et santé et directeur du Centre collaborateur de l'OMS pour la recherche en éducation et santé à l'Université de Clermont-Auvergne ou l'Université Blaise Pascal à Clermont-Ferrand en France. C'est un spécialiste des questions de prévention, de promotion et d'éducation à la santé. Il a une très longue carrière universitaire. Il a été doyen de faculté, il a été vice-président de son université. Et c'est après une petite parenthèse, comme directeur inaugural de la prévention à l'Agence nationale de santé publique française, qu'il revient à ses amours universitaires. Didier a aussi été le président de la commission prévention du Haut Conseil de santé publique de la France. Donc, engagé au sein des principaux réseaux internationaux, il joue un rôle actif dans les collaborations internationales centrées sur la recherche en matière de prévention, de promotion de la santé et d'éducation à la santé. Et c'est ces réflexions qu'il vient partager avec nous aujourd'hui autour des objets et de la structuration du champ de la promotion de la santé. Didier. Merci. Alors. Écoutez, mesdames, messieurs, je suis à la fois heureux et honoré de me trouver parmi vous ce soir. Un grand merci à l'École de santé publique, à son doyen, un grand merci à l'Institut, chère Louise, un grand merci à l'Union, chère Liane. Merci à tous et puis bravo là aussi pour cette initiative décisive. On aura sans doute l'occasion d'y revenir dans l'exposé. La promotion de la santé et la santé publique au sens large, c'est beaucoup un champ qui bouge par les marges, par les initiatives et notamment par tout ce qui va relever du travail autour de l'équité nord-sud, l'équité entre les femmes et les hommes. Tous ces éléments-là, je crois, sont structurants de ce qui fait les pratiques, les politiques et la recherche dans le champ de la santé publique. Alors, nous allons prendre ensemble, si vous le voulez bien, 45 minutes pour réfléchir. Alors, je sais, on me l'a dit, c'est un titre un tout petit peu abscon et pas nécessairement attractif. Monsieur le doyen, vous avez raison, je le partage avec vous. La seule chose, c'est que je crois que nous sommes aujourd'hui confrontés à une nécessité de reprendre à nouveau frais, de retravailler ce qui fonde
la recherche dans le champ de la santé publique en général, et plus spécifiquement celui de la promotion de la santé. Il n'y a pas d'évidence derrière tout ça. Il ne s'agit pas, somme toute, d'un champ ancré dans la vie académique, comme on pourrait imaginer la littérature, qui l'est depuis plus de 1000 ans. Ce n'est pas le cas pour nous. On reste des acteurs, à la fois des acteurs politiques, des praticiens et des acteurs de la recherche. Et il y a une nécessité, sans doute, de retravailler régulièrement cette question-là. Et aujourd'hui, je vais essayer de le présenter. Ce sera l'objet de ma première partie, un ensemble d'enjeux spécifiques à la période que nous traversons. Dans un second temps, j'essaierai d'expliciter comment, dans ma lecture, qui est évidemment à discuter, c'est pour générer de la discussion, comment est-ce que notre champ de recherche s'articule à son objet, dans son interface avec la promotion de la santé elle-même, et enfin, comment est-ce que ce champ de recherche se structure autour des paradigmes de recherche, des stratégies de recherche et des méthodologies de recherche. Nous essaierons de conclure autour des enjeux de structuration. Comment est-ce qu'on organise la capacité de recherche dans ce domaine-là à l'échelon mondial? Alors, les défis pour aujourd'hui sont extrêmement prégnants. Le premier d'entre eux, vous le savez, c'est le fait que le champ de la promotion de la santé est fortement challengé sur sa solidité épistémologique, sur ses méthodes, sur ses approches, challengé sur sa pertinence à éclairer les politiques et les pratiques, challengé sur sa capacité à évaluer également les dispositifs de promotion de la santé, challengé sur la validité même des évidences qu'elle produit. Je veux dire, c'est le jeu. C'est normal, mais c'est aussi notre jeu collectif à tous que d'y répondre, que d'expliciter tout cela. Et sans doute que le mot-clé peut-être je dirais qu'on pourrait retenir de la réflexion que je vous propose, c'est vraiment celui de rendre explicite ce que sont les fondements de la recherche en promotion de la santé, certainement pas dans une visée normative. Je ne crois pas qu'on puisse décider une fois pour toutes de ce que doit être ou de ce qu'est la recherche en promotion de la santé. Par contre, on peut se mettre en capacité d'expliciter ce qu'il en est pour être capable de le partager, de le valoriser et de démontrer cet élément majeur aujourd'hui, notamment pour les financements de recherche, qui est celui de la valeur ajoutée. J'aime beaucoup le petit dessin ici, parce que c'est vrai qu'on a le sentiment de plus en plus que la quête principale de la recherche, c'est la quête des moyens et un peu moins la quête de la créativité. La recherche en promotion de la santé là-dedans. C'est un premier défi. Le deuxième défi, c'est celui du positionnement de la recherche en promotion de la santé. Ce sont des éléments qui sont, je pense, familiers pour chacune d'entre vous. Borner ce qu'est la santé publique comme politique, comme pratique et qu'une recherche. Border ce qu'est la santé des populations. Border ce qu'est la santé communautaire. Border ce qu'est la promotion de la santé reste un défi. Ces choses-là sont mouvantes, évoluent au cours du temps et conduisent à ce que nous ayons, au sein de ce champ socio-sanitaire, des déterminants plutôt sociaux, plutôt sanitaires de la promotion de la santé, eh bien, que nous ayons à retravailler cette question-là, et elle se pose de manière assez aiguë aujourd'hui. La troisième raison pour laquelle nous avons besoin de travailler sur ce cadre épistémologique et éthique de la recherche, c'est la demande sociale. La demande sociale en matière de santé, vous le savez, évolue, elle devient extrêmement forte, extrêmement prégnante. Ça, c'est pas du tout, je dirais, fait pour l'occasion. C'est la réalité d'une entreprise du Michigan pour laquelle les primes dont vous bénéficiez sont liées à vos pratiques en matière de santé. Il y a une forte orientation vers la dimension individuelle de la santé et bien évidemment, derrière tout cela, un nombre important de questions éthiques qui sont posées. Comment répondons-nous à ces défis? D'autres défis sont plus classiques. Ils sont liés, et on a abordé cette question tout à l'heure en pensant à la représentation des chercheurs du Sud, ils sont liés aussi aux prémices, aux paradigmes de recherche qui sont fortement occidentalocentrés. C'est valable pour la promotion de la santé comme dans tous les domaines, mais à partir du moment où la promotion de la santé, on va le revoir, vise à travailler avec les gens à l'échelon des communautés, c'est évidemment un enjeu majeur que de le réinterroger, de réinterroger également le caractère normatif de la promotion de la santé et de la santé publique, qui, j'allais dire, historiquement a toujours été aussi un outil, comme on le voit ici avec cet exemple des prostituées de la ville de Saumur, a toujours été un outil de régulation sociale. Ces questions-là restent des questions ouvertes.
D'autres questions, et je ne les détaillerai pas, relèvent de volets plus scientifiques des choses. La promotion de la santé, c'est l'écosystème de vie des gens et le développement de leurs capacités en santé. Travailler sur l'écosystème de vie des gens renvoie aujourd'hui très largement aux questions de santé environnementale, dont les défis sont quand même largement devant nous. Vous avez ici le département de l'Hérault, en Occitanie, dans le sud de la France. On est en train d'être capable d'identifier l'exposition des habitants, des viticulteurs à toute une série de pesticides. Et mécaniquement, dès lors qu'on va vouloir faire de la promotion de la santé avec ces communautés, comme toutes les communautés de la planète, on a besoin d'apprendre à traiter ces données, à les intégrer. Beaucoup de défis, donc, qui sont des défis, vous l'avez vu, sociétaux, politiques, culturels, et des défis scientifiques. Pourquoi est-ce que la recherche en promotion de la santé est si largement informée, structurée, organisée, affectée par ces différents défis? C'est parce qu'elle se définit non pas en référence à un ensemble de paradigmes, comme peut-être la sociologie ou la psychologie sociale, par exemple, mais elle se définit en référence à des pratiques sociales. Et par définition, les dynamiques d'évolution des pratiques sociales vont conduire à ce que la recherche en promotion de la santé, tout comme la recherche en santé publique, soit dans un perpétuel mécanisme de réarrangement. On n'est pas fondé sur un ensemble de paradigmiques ou comme certaines écoles qui jurent sur l'œuvre de tel ou tel chercheur et qui, pendant des décennies, voire des siècles, vont développer une activité. Nous, on est challengés tout le temps du fait de notre ancrage dans des pratiques sociales et non pas dans ces théories. Alors, bien évidemment, nous ne sommes pas les seuls dans cette situation. C'est le cas d'un grand nombre de sciences des pratiques sociales, les sciences de gestion, les sciences politiques, les sciences de l'ingénieur, sont dans ce processus finalement perpétuel de reconstruction de ce qu'est l'objet de recherche. Alors, à partir du moment où, pour parler de recherche en promotion de la santé, il faut parler de l'objet, il faut se dire de quoi on parle. Alors, il y a de nombreuses définitions de la promotion de la santé. Je voudrais partager celle qu'à titre personnel, j'utilise. La promotion de la santé, c'est une stratégie, c'est-à-dire un ensemble d'actions intersectorielles qui sont coordonnées et qui ont une visée sociale large, qui est celle de l'amélioration de la santé de tous et de la réduction des inégalités. Donc la promotion de la santé, c'est avant tout une stratégie, un ensemble d'acteurs de différents secteurs qui vont agir concrètement pour mettre les déterminants de la santé au maximum de leur capacité d'amélioration de la santé des individus. Et cette approche de la promotion de la santé conduit à ce que celle-ci soit organisée autour de deux familles d'actions complémentaires et strictement indissociables, qui sont d'une part l'action sur les écosystèmes de vie des individus, et d'autre part le développement des capacités individuelles. Pardon de revenir à des éléments tout à fait basiques, mais c'est de cela que va découler la moitié de la réflexion, la partie sur l'objet. On est référé à une stratégie qui a finalement une double modalité d'action. Tout ceci peut être débattu et on le fera tout à l'heure. Alors, une fois qu'on a défini la promotion de la santé de cette manière, on pourrait se dire que c'est réglé et qu'on passe au vin et fromage tout de suite. Ben oui, écoutez, on a un objet social, comme de très nombreux objets sociaux. Des sociologues vont y travailler, des spécialistes des sciences de l'éducation, des experts de l'épidémiologie, des psychologues cognitifs, des anthropologues vont travailler sur ce dossier-là, vont donc éclairer chacun à leur manière cet objet, et le problème est réglé. C'est ce que j'appelle, moi, le modèle de la recherche en promotion de la santé, hall de gare. Vous savez, vous avez plein de gens différents qui se croisent, et puis à un moment donné, à un temps T, ils sont dans la gare ensemble, et puis après, ils continuent leur vie, chacun de leur côté, chacun ancré dans les épistémologies de référence de leur champ. La seule chose, c'est que ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. La recherche en promotion de la santé, elle ne peut pas être le simple résultat d'apports différents. Bien sûr qu'on peut regarder les dynamiques d'intervention en promotion de la santé ou en santé publique à partir d'un œil sociologique. Mais si ce n'est pas articulé avec le travail des anthropologues qui nous permettent de comprendre, finalement, le champ culturel dans lequel il intervient, ou avec des acteurs de l'éducation qui vont pouvoir regarder tout au long de la vie comment est-ce qu'on construit des compétences ou de la littératie en santé, on n'arrivera pas à capturer l'objet promotion de la santé. C'est la raison pour laquelle on peut considérer, je crois, que la recherche en promotion de la santé n'est pas simplement ce résultat, cette somme
d'apports issus de disciplines différentes, mais qu'elle se situe ailleurs. Faire de la recherche en promotion de la santé, c'est d'abord une pratique, c'est d'abord un faire. Il est largement expérimenté ici au sein de l'Institut de recherche en santé publique, dans de nombreuses autres structures également, où des acteurs d'origine différente, et pas seulement des chercheurs, la recherche, ce n'est pas que pour les chercheurs, bien évidemment, eh bien, vont ensemble travailler sur des objets communs, vont faire de la recherche ensemble. Et ce que je vous propose, c'est de penser la recherche en promotion de la santé d'abord et avant tout comme un faire, comme une activité, comme une pratique qui en soi est une pratique sociale, et que cette pratique, se faire de la recherche en santé publique ou se faire de la recherche en promotion de la santé, eh bien, va s'appuyer sur un cadre qui est un cadre épistémologique et éthique, et je vais essayer de proposer des éléments de réflexion là-dessus. Si bien que si on veut définir, et peut-être même à terme structurer, c'est notre ambition à quelques-uns dans cette salle, si on veut définir et structurer ce champ, eh bien, il faudra d'une part qu'on travaille sur cet objet, aller voir en profondeur, de manière fine, comment les caractéristiques de cette pratique sociale qu'est la promotion de la santé va informer, structurer la recherche qu'on fait sur cette pratique sociale. C'est le travail autour de l'objet. Et puis le deuxième élément, c'est comme pour toute activité de recherche, c'est son ancrage dans des paradigmes, dans des stratégies de recherche et dans des méthodes de recherche, avec pour finalité, je l'ai dit dès l'introduction, d'expliciter. Il n'y a, encore une fois, pas de valeur normative. La promotion de la santé restera un champ avec des approches variées, et je pense que c'est tout à fait riche. La seule chose, c'est qu'il faut qu'on devienne de plus en plus capable d'expliciter de quoi est-ce que l'on parle et de l'organiser. J'espère répondre, et ce sera ma dernière diapositive tout à l'heure, aux questions habituelles qu'on pose quand on interroge un champ de recherche, et dire quel est son objet, quelle est sa finalité, sur quel type de fondement théorique et méthodologique il est basé, et puis quel est le positionnement du chercheur, la relation entre le chercheur et son environnement de recherche. Passons donc maintenant, si vous le voulez bien, à la deuxième partie de ces propositions et de ces éléments de réflexion, c'est de dire comment est-ce que la recherche en promotion de la santé, qui est un faire, une pratique, eh bien, s'articule avec d'autres faire dans le domaine de la promotion de la santé. Alors, ce que je crois important, c'est de clarifier de quoi nous parlons. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait de la promotion de la santé? C'est un ensemble d'activités, un ensemble de politiques, un ensemble de pratiques, un ensemble d'activités de recherche. Comment est-ce qu'on peut les organiser, là aussi, pour arriver à les expliciter, pour arriver à les penser? Je discutais ce matin dans la classe de maître avec les doctorants et les post-doctorants qui étaient là. Je prenais l'exemple d'une professeure d'école maternelle dans la ville de Port-au-Prince. Qui d'entre nous peut lui expliquer concrètement qu'elle fait bien ou pas bien en matière de promotion de la santé de ses élèves? Elle est l'experte. Et moi, j'aurais beaucoup d'humilité. Et là, un vrai savoir, une vraie pratique, une vraie capacité d'action qui peut être nourrie par de la formation, nourrie par des ressources, nourrie par des échanges. Mais l'expertise, elle est là. Créer un environnement bienveillant, positif au plan psychologique, au plan social, au plan de l'environnement physique pour des élèves d'école maternelle dans une classe, ça c'est vraiment une pratique de promotion de la santé. C'est une pratique de professionnel. Elle va être liée à d'autres pratiques, pratiques des populations elles-mêmes. Lorsqu'on va faire de la promotion de la santé dans une commune, dans une communauté, dans une municipalité, eh bien, il y a bien sûr l'action des professionnels qui interviennent, mais aussi l'action quotidienne des gens dans leur manière de produire de la santé, de vivre leur santé, de vivre leur rapport aux déterminants de la santé. Donc il y a déjà un premier étage qui est celui du faire des gens en matière de santé, du faire des professionnels. J'ai pris cet exemple de ce professeur de maternelle, mais la promotion de la santé, c'est aussi, c'est le cas par exemple de la santé publique de Montréal, un objectif politique affirmé, structuré, organisé dans des politiques pour lesquelles on va se battre, on va faire du plaidoyer, qu'on va développer, rédiger, écrire et mettre en œuvre. Ce n'est pas le même faire.
Dans les 3 cas, on fait de la promotion de la santé. Je promeus la santé de mes élèves, ou je suis moi-même comme citoyen engagé dans une association, ou moi, en famille, dans la manière dont j'éduque mes enfants. Je fais aussi de la promotion de la santé. Puis il y a un 3e faire, qui est celui du faire politique de la promotion de la santé, de cet échelon des stratégies qui regroupent l'ensemble. Et puis il y en a un 4e, qui est celui de ce que nous allons appeler les innovateurs, au sens d'un sociologue, qui s'appelle Michel Callon, qui va définir, en gros, ces groupes d'acteurs qui vont être beaucoup des académiques, qui vont être des représentants de sociétés savantes, qui vont être des acteurs des agences des Nations Unies, et qui vont essayer de promouvoir telle ou telle approche de la promotion de la santé. Bah oui, quand l'OMS rédige des guidelines pour aider, par exemple, les hôpitaux à devenir promoteurs de la santé, il s'agit aussi d'un faire de la santé publique. Sauf que ce n'est pas le même. Et quand nous travaillons, nous aussi, à mettre en œuvre des dispositifs de recherche interventionnelle en promotion de la santé, ou que nous travaillons sur l'analyse a posteriori des réseaux relationnels qui ont généré ou non des résultats sur la santé des populations, eh bien, on est là aussi dans de la production de connaissances, du transfert de connaissances. Il y a 4 fers en promotion de la santé. En tout cas, encore une fois, je vous le propose à la réflexion. Le faire des gens, le faire des professionnels, mais les professionnels au sens large, parce qu'il y a aussi des militants qui portent la promotion de la santé, il y a aussi des responsables communautaires qui la portent, le faire de la politique, et puis le faire des innovateurs, et notamment la recherche comme faire. Vous voyez bien qu'il y a cohérence derrière tout cela. La galaxie de ce qu'est la promotion de la santé, je le crois, peut s'articuler autour de ces 4 fers, mais il y a un mais. Et ça, c'est un mais fondamental. Outre le fait que ces 4 fers sont organisés, il y a une caractéristique, c'est qu'ultimement, la promotion de la santé, c'est dans les mains des gens. Vous pouvez bien avoir mis le meilleur programme de promotion de la santé ou de santé publique sur un territoire, c'est toujours les gens qui décideront de ce qu'ils font. Et ça aussi me paraîtrait être une caractéristique extrêmement importante à prendre en compte. Nous sommes dépendants de la volonté des populations de mettre en œuvre ou pas tel ou tel type de comportement, tel ou tel type d'action sur leur environnement. 4 fers articulés, tous dépendants de la décision des personnes. Deuxième caractéristique de ces fers, vous le savez bien, je vais aller très vite, c'est qu'ils sont tous dans une dynamique intersectorielle. Je veux dire, un architecte, quelqu'un qui travaille sur des transports publics, a un impact majeur, et probablement largement aussi important que le système de soins sur la santé des individus. C'est donc mécaniquement et par essence un faire intersectoriel, alors qu'il y a des degrés d'institutionnalisation totalement variables. Ici, on est vraiment dans un cas bien particulier, parce qu'historiquement, la promotion de la santé a été institutionnalisée, comme dans un certain nombre de pays asiatiques. Ça devient finalement une part importante des politiques, une part de l'action des administrations et des politiques publiques. Dans d'autres cas, ce sont simplement quelques politiques intersectorielles, et puis dans d'autres cas, il n'y a pas de portage politique de cette nature. C'est une association, une communauté, des acteurs engagés qui le font bouger. Dernière caractéristique, c'est le fait que la promotion de la santé entretient des rapports mouvants avec la santé publique. Vous savez qu'on pourrait imaginer que la santé publique n'est qu'une composante de la promotion de la santé. La promotion de la santé, c'est extrêmement large, puisque ça recouvre l'intégralité du champ socio-sanitaire, puisqu'on joue sur tous les déterminants sociaux, et on joue sur tous les déterminants individuels et sanitaires des individus. Donc on pourrait imaginer, et par exemple c'est le cas dans un espace comme Taïwan, où le chapeau de ce qu'est le ministère de la Santé, c'est la direction de l'administration de la promotion de la santé, avec cette vision qu'en gros, on va plutôt avoir une vision restreinte de la santé publique, notamment autour de l'observation et de ces éléments-là. Bon. Actuellement, c'est pas comme ça. On voit plutôt la promotion de la santé comme étant un élément un peu fragile au sein de stratégies de santé publique, articulé plus ou moins avec la santé communautaire et la santé des populations. Ce chose, c'est que c'est quand même un élément qu'on a, nous, à prendre en compte. J'allais dire, ici, on touche la question de l'identité même de l'action promotrice de santé, et c'est forcément un objet de recherche. Alors, ce que je vous propose maintenant, brièvement, sur la base de la recherche comme faire au sein d'autres fers de la promotion de la santé, de se dire, si je prends les 4 grandes caractéristiques, alors on peut dire les choses autrement, bien sûr. Si on prend les grandes caractéristiques de la promotion de la santé, d'essayer de voir quelles conséquences ça a sur l'activité de recherche en promotion de la santé.
Alors, ces 4 grandes caractéristiques peuvent être discutées. Elles l'ont été très largement. Je vous propose de le faire parce que c'est plutôt simple et que ça situe les éléments. La promotion de la santé, on l'a vu, c'est une stratégie, c'est-à-dire qu'on va coordonner des moyens et de l'action pour améliorer la santé des gens, mais on ne le fait pas n'importe comment. On le fait en référence à une vision, à une éthique. Ce qui a fondé la promotion de la santé, ce n'est pas les données scientifiques. Ce qui a fondé la promotion de la santé, dans ces expressions, par exemple autour d'Ottawa 1986, c'est réellement une vision. On va améliorer la santé des gens en leur donnant du pouvoir sur la santé, parce que l'émancipation nous paraît être le moyen clé pour avancer. Ça pardonnez-moi, c'est pas evidence-based, hein. C'est value-based. C'est vraiment de l'ordre d'une décision. La promotion de la santé, de manière explicite, alors dans bien des domaines c'est implicite, mais de manière explicite, s'appuie sur une éthique, une vision, une stratégie, une vision qui, en plus de ça, je le crois profondément, et nous pourrons en débattre si vous le souhaitez, a 2 autres caractéristiques, c'est qu'elle assume d'affronter la complexité. En gros, on ne pose pas d'abord la logique réductionniste au départ en disant je vais m'occuper de ça et puis après je vais pouvoir généraliser. Ben non, parce que la promotion de la santé est une science assez ancienne pour nous permettre d'affirmer que si on ne prend pas à bras-le-corps la complexité, on n'y arrive pas. Et puis le dernier élément, c'est que la promotion de la santé est un espace extraordinaire de partage et d'échange de savoir. Il n'y a pas que des savoirs scientifiques dans la promotion de la santé, il y a les savoirs des personnes, des populations, des communautés, de l'ensemble des acteurs. Donc ce que je vous propose, c'est de balayer très vite ces 4 éléments et de se dire comment cela va donner forme à la recherche en promotion de la santé. Alors le fait que la promotion de la santé soit une stratégie qui s'appuie radicalement sur les déterminants de la santé, alors c'est ce qu'on dit en 2019. Moins insistant là-dessus, simplement parce qu'entre 86 et 2019, on a sacrément progressé sur la connaissance épidémiologique des déterminants. Ça a radicalement changé notre vision, notamment des inégalités. Une stratégie qui s'appuie sur les déterminants et qui a une approche systémique qui articule les volets individuels et environnementaux, pour comprendre ça, on voit bien qu'il nous faut, comme je l'ai indiqué ici, des approches qui vont permettre de travailler les politiques. Il faut des sciences politiques, il faut de la sociologie, il faut de l'anthropologie, il faut de l'épidémio. On est bien dans un besoin de pluridisciplinarité scientifique pour faire de la recherche en promotion de la santé. Je crois très simplement que ça nous fonde. Deuxième axe sur la question de la vision, de l'éthique, de ce qui porte cette visée émancipatrice qui est à la base de manière structurante de la promotion de la santé, eh bien là aussi, nous avons besoin de soumettre à jugement critique l'ensemble des postulats, de retravailler la formulation de ce que sont ces valeurs qui sont à la base et à la source de l'action en santé publique, comme elle est à la source de l'action dans tous les domaines du social, même si très souvent on ne l'assume pas. Je crois qu'il faut que la promotion de la santé, la recherche en promotion de la santé l'assume, et on va le formuler, par exemple, comme l'a fait récemment Bjarni Brynjolfsson, autour de 5 éléments clés, mais de dire qu'on prend un concept holistique de la santé, que la participation est un élément clé, que le développement de la capacité d'action est au cœur de la promotion de la santé, qu'on a une approche des milieux de vie au sens large, ce que j'appelle les écosystèmes de vie des gens, et puis l'équité, ce n'est pas des fondements scientifiques, c'est une décision, c'est une visée éthique. Voilà le monde que je veux. Et ça s'étudie. On a tout l'appareil critique, vous le savez bien, qui nous permet d'interroger ça et de le mettre à distance. Troisième caractéristique, c'est celle de cette logique d'interface et de carrefour des connaissances. Ce qui fait la promotion de la santé, c'est l'articulation des 3 grands types de savoirs et une articulation que je qualifierais d'horizontale. Pensez à ce professeur de maternelle de Port-au-Prince. Est-ce que moi, sous prétexte que je suis prof d'université, je vais aller pouvoir lui expliquer que mon savoir sur ce qu'elle doit faire avec ses élèves a plus de sens que ce que cette personne fait depuis 25 ans, parce que c'est aussi une femme leader en promotion de la santé probablement? Ben non, je ne peux pas. Je suis forcément dans une logique où je vais mettre en dialogue, mettre en discussion des savoirs qui sont des savoirs, en l'occurrence ici, des professionnels, mais aussi des savoirs des individus. Notre rapport à la santé, dans toutes ses dimensions, est marqué par notre culture, nos caractéristiques sociales. Et là aussi, moi, je vais avoir du mal à aller vous expliquer ce qu'est votre santé à vous. Je veux dire, c'est votre savoir, votre vécu, votre expérience, votre ancrage social, familial, culturel qui est déterminant.
Et ces savoirs-là ont de la place en promotion de la santé. Si on ne les a pas, on ne peut pas avancer avec les communautés. Et puis enfin, bien sûr, et il ne s'agit pas du tout de dévaloriser en aucune manière les savoirs scientifiques, je scierai la branche sur laquelle je suis assis et j'atteindrai mon propre gagne-pain. Donc non, simplement de dire que notre problématique à nous, c'est de dire on est dans un champ où une des clés de compréhension, c'est cette articulation des savoirs scientifiques, des savoirs à l'échelon des professionnels, des institutions qui vont intervenir, qui peuvent être des institutions bénévoles, bien sûr, militantes, et puis les savoirs des individus, des communautés. J'ai une toute petite incise, parce que là, on est quand même là pour parler d'épistémo. Les savoirs scientifiques en santé publique au sens large, il faut bien se dire que c'est avant tout des consensus. C'est-à-dire que nous n'avons pas une information définitive sur la quantité d'huile d'olive qu'il faut que vous mangiez dans les 15 jours qui viennent pour être en bonne santé. Personne n'en sait rien du tout, hein, on est d'accord. On a des études populationnelles qui nous permettent d'identifier que, grosso modo, consommer plutôt des acides gras saturés et insaturés, ça ne vous fait pas pareil à l'échelon d'une population. Et donc, on en déduit, de manière plus ou moins directe, un certain nombre de savoirs ancrés dans des données scientifiques. Enfin, il n'y a pas de vérité scientifique définitive en santé publique. D'accord ? Par contre, on a la chance d'avoir des dizaines de milliers d'études extrêmement solides qui nous permettent de comprendre les déterminants. Et si vous me demandez si c'est bon pour vous de fumer, je vous répondrai non sans aucune hésitation. Si vous me demandez est-ce que je dois manger vraiment beaucoup de fruits tous les jours, je vous dirai j'ai de bonnes raisons de le penser. Je ne peux pas vous le dire de la même manière. Je n'ai pas la même evidence base derrière. Nous avons donc à faire, là aussi, les savoirs scientifiques sont aussi des construits qui relèvent d'un équilibre à un moment donné. Pardonnez-moi de reprendre ces éléments tout à fait basiques. Pour la manière dont ça informe notre champ de recherche, je vais proposer d'utiliser un terme que je trouve tout à fait remarquable d'un chercheur portugais qui s'appelle Boaventura de Sousa Santos. Il parle d'écologie des savoirs. Et je crois que nous avons là un terme qui fait sens pour nous en recherche, c'est que faire de la recherche en promotion de la santé, c'est d'être capable de penser les savoirs dans une perspective écologique, c'est-à-dire les savoirs eux-mêmes, leur interrelation, leur sens, leur organisation. Et ça a une conséquence pour la recherche en santé publique et en promotion de la santé, c'est le fait que ce n'est possible que sur la base de pratiques qui soient interdisciplinaires et collaboratives, parce que nous avons besoin d'être en situation d'articuler ces différents savoirs. J'aimais bien cette citation un peu transformée sur la base de ce qu'avait écrit Bernard Charlot en parlant de l'éducation, mais je crois qu'en promotion de la santé, la nature même de l'action de recherche en promotion de la santé, c'est réellement de travailler sur un champ qui métisse un ensemble de savoirs, qui les articule. Et vous savez, théoriquement, c'est facile. Pratiquement, avoir une pensée de ces différents savoirs, des personnes, des communautés, qu'elles soient religieuses, que ce soit des rapports culturels ou sociétaux ou des rapports de classe à la santé, ça demande de bosser en recherche. Il y a quand même quelques thèses à faire à l'Institut de recherche en santé publique pour les années qui viennent. Quatrième et dernier élément qui informe la recherche en promotion de la santé, et pardonnez là aussi le fait de revenir sur des banalités, c'est cette question de la complexité. Stratégie, éthique, carrefour de savoir et complexité, c'est le dernier, en se disant que mécaniquement, on ne peut pas faire de la promotion de la santé si on n'articule pas une compréhension de la santé dans ce qu'elle est, dans ses différentes dimensions, et pour travailler dans toute une série de contextes, il est clair que la dimension spirituelle du rapport à la santé, c'est un élément central. Alors bien sûr que le monde occidental, mais que le monde occidental, a une petite tendance à mettre le chapeau là-dessus en disant comme non, ça c'est les gens, ça n'a pas d'heure. La réalité c'est qu'en fait, votre rapport à la santé, il n'est pas construit rationnellement. Il est construit avec ce que vous êtes, avec le sens de la vie. Dans beaucoup d'autres contextes sociaux et culturels, c'est par contre tout à fait reconnu et général. La santé, les ancrages culturels et sociaux, tout à fait déterminants pour nous. La question, je l'ai dit par exemple ici, de l'occidentalocentrisme et de la manière dont on va utiliser ou non
une pluralité de référents épistémologiques dans le travail. Et enfin, un point important que je ne développerai pas ici, c'est vraiment la question des parcours de vie. Quand vous êtes dans une approche préventive classique, vous vous dites « Oh là 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 là, ma bonne dame, les jeunes, ils font qu'à y consommer du cannabis. Il va falloir faire une bonne action. » Moi, ce qui m'intéresse, et ce qui intéresse les promoteurs de la santé, c'est de se dire « Mais avant qu'il consomme du cannabis, c'était quoi son histoire et qu'est-ce que je peux agir sur quel déterminant? Et puis après, qu'est-ce que je vais en faire, quelle que soit la situation dans laquelle il est. » La question du parcours de vie, la question de la vision dynamique au sens de Markenson de la promotion de la santé, c'est tout à fait structurant. Là, je ne fais que répéter ce que tout le monde sait, mais juste essayer de mettre dans l'ordre qu'est-ce qui fonde notre champ propre de recherche. Et là aussi, ça se travaille dans une logique qui est forcément une logique pluridisciplinaire qui va associer des acteurs à la fois des sciences biomédicales et des sciences de l'homme et de la société. Ben voilà, je crois que c'est ce que l'on peut dire et résumer très, très succinctement que ce qui fonde la recherche dans son rapport à l'objet, c'est la contribution de l'ensemble des champs scientifiques, c'est des pratiques qui sont interdisciplinaires et collaboratives, mais c'est aussi, et je crois que c'est important, c'est que la recherche informe les pratiques sociales de promotion de la santé, tout comme elle-même informe la recherche. Alors, vous allez me dire, ce serait mieux si je vous avais dit « Bonjour, je vous présente la théorie sur laquelle on va s'appuyer ». La seule chose, c'est que je vous aurais menti. Cette réalité-là, c'est la réalité qui décrit, au sens de ses fondements épistémologiques et éthiques, la promotion de la santé. Dernière partie maintenant, vous vous souvenez, j'avais essayé de dire pourquoi est-ce que c'était un enjeu de redéfinir et de retravailler, de réapprofondir les fondements épistémologiques et éthiques de la recherche dans notre domaine. Première étape, j'allais dire, premier appui, c'est le rapport à l'objet, puis deuxième appui, c'est le rapport aux approches classiques de la recherche. Alors, bien évidemment, comme tout champ de recherche, on va s'appuyer sur des paradigmes, on dit aussi des visions du monde, on va s'appuyer sur des stratégies de recherche et puis des méthodes très concrètes et opérationnelles. Et l'une des questions qui est posée, c'est de dire, mais est-ce que la recherche en promotion de la santé, elle a un paradigme spécifique ? Est-ce que, par exemple, une vision positiviste, ou la mise en place d'essais contrôlés randomisés, apparaît comme étant la méthode, l'une des méthodes ? Est-ce que des visions plus constructivistes, où la question du sens que les gens donnent à l'action et aux situations va être un élément central? Est-ce que des paradigmes participatifs qui assument leur lien aux politiques, ou des paradigmes, un paradigme plus récent, qui est très à la mode, c'est le what works, le paradigme du comment faire pour que ça marche, en oubliant, c'est quand même un peu le cas souvent, en oubliant que derrière tout savoir, il y a une construction, il y a une vision du monde, et que si on met tout dans le même sac, en oubliant ce que nous on appelle le champ de validité ou le champ de pertinence de ces savoirs, j'ai peur que le comment ça marche pas des masses. Mais bon, voilà où on en est aujourd'hui. Si on essaie, et là j'ai repris Creswell, donc la base de l'épistémologie des sciences. C'est pas moi, ça. C'est dans la dernière version, il a ajouté l'approche pragmatique des choses. Où est-ce qu'on est, nous, là-dedans? Bonne question. C'est difficile d'arriver à affirmer qu'il y a un paradigme, qui est le paradigme de la promotion de la santé. Et en même temps, on sait aussi que du fait des niveaux de complexité, le réductionnisme méthodologique auquel le paradigme positiviste va nous conduire va rendre difficile l'interprétation des faits sociaux que nous observons. Et en même temps, on ne peut pas résoudre toute la recherche en promotion de la santé à de la recherche interventionnelle. Peut-être qu'on peut se dire que ce qui caractérise notre champ, c'est l'ouverture à une diversité de paradigmes de recherche. Tous sont inclus, mais avec sans doute certains d'entre eux qui vont prendre un relief particulier dans la recherche dans notre champ, notamment parce que les questions de participation sont à la fois liées aux dynamiques politiques. Je rappelle, la promotion de la santé, c'est une stratégie. C'est d'abord de la politique. Et aussi des visions plus constructivistes qui partent des gens, parce que pour nous, la participation, ce n'est pas une option. On ne fait pas la santé des gens contre les gens. On fait la santé des gens avec eux. Donc on est dans une logique où on a un ensemble de paradigmes, mais certains d'entre eux vont s'adapter plus facilement. Ceci étant, il y a un certain nombre d'études, et nous en conduisons au laboratoire, qui vont utiliser des méthodes qualitatives tout à fait classiques quand on veut aller chercher un indicateur à l'échelon d'une population. On va le faire en utilisant ces méthodologies-là.
Deuxième élément clé qui peut caractériser notre champ, c'est est-ce qu'on a des stratégies de recherche spécifiques, du quanti, du quali ou des méthodes mixtes. Aujourd'hui, la mode, c'est de dire que les méthodes mixtes sont la stratégie de recherche en promotion de la santé. En tout cas, ça a quand même un sacré intérêt d'essayer de mixer. Alors après, peut-être faut-il prendre une distance critique vis-à-vis de tout cela. D'abord parce que les méthodes mixtes, ce n'est pas des méthodes. Vous avez bien conscience de ça. Les méthodes mixtes, c'est un ensemble, finalement, d'abord de paradigmes, c'est-à-dire qu'on a une autre vision du monde, puisqu'on va se situer entre une vision plutôt réductionniste et puis une vision, au contraire, plutôt compréhensive. On est plutôt sur des questions que sur des réponses. Bien sûr qu'articuler les méthodes quanti et quali dans les années 50, et quand moi j'étais à la fac, ça s'appelait la triangulation. Alors bien sûr qu'on a progressé tout cela, mais ça reste une question depuis longtemps. Et sans doute que ce qui va faire que ce n'est pas une panacée, c'est ça. C'est que nous, on a essayé de faire ça au labo, bien sûr. C'est de dire comment on monte ça. Alors c'est justement pour que vous ne voyez pas. Parce que ça, c'est que le premier schéma. Dès que vous voulez rentrer là-dedans, il faut évidemment modéliser les interventions. Il faut se dire comment est-ce que je travaille là-dessus. Et une fois que vous avez modélisé l'intervention, il va falloir modéliser la manière dont vous tricotez ensemble des jeux de variables, tricoter ensemble des entretiens cliniques avec de la grosse enquête quantitative, ça ne va pas se faire tout seul. Ça peut se faire facilement, il suffit juste d'oublier les prémices philosophiques, les assumptions et les paradigmes qu'il y a derrière. Et si on veut le faire sérieusement, c'est quelque chose de très complexe qui va poser plein de questions. Par exemple, que c'est difficilement publiable, parce que faire un papier avec des méthodes mixtes sérieuses en 6000 mots, ceux qui arrivent, vous nous dites, alors on en a bien fait quelques-uns, mais ça relève d'autres façons de penser qui ne rentrent pas dans les cases. Donc ce n'est pas si simple que ça. Aujourd'hui, en fait, tout le monde met méthode mixte. Je le sais parce que je review assez de papiers et j'en vois assez, pour vous dire que ça, en fait, c'est rien des méthodes mixtes du tout. C'est juste que, voilà, on a deux trends de recherche, de récupération de données parallèles, mais tout le travail qu'il y a à mener pour les articuler, il n'est pas là. Donc, il faut juste faire attention avec les méthodes mixtes, c'est une petite incise. Bien sûr que ça fait sens, bien sûr que c'est intéressant, mais ce n'est pas un glissement méthodologique du tout, c'est un changement paradigmatique, c'est vraiment une autre manière, c'est un échelon bien au-dessus, et avec un risque majeur, qui est celui d'avoir implicitement et de ne pas rendre visible ce que sont les éléments qui sont derrière. Si je résume très brièvement cette première partie, des méthodes diversifiées, des approches diversifiées, des voies que je qualifierais de privilégiées, une vision systémique, mais en n'oubliant pas, et je sais que Mme Potvin sera d'accord, que les savoirs que l'on produit, ils ont à être de qualité. Et quand le savoir qu'on produit, il prend place dans des méthodologies anthropologiques, il faut que ce soit de la recherche anthropologique de qualité. Et donc de toujours rappeler que la cohérence interne des savoirs, elle se fait toujours dans un cadre épistémologique qui est construit, qui renvoie à des cadres théoriques et sans lesquels on ne peut pas avoir d'éléments structurants. Donc première chose, peut-être situé là-dessus. Le deuxième élément caractéristique, cette fois, dans l'interprétation, l'analyse que je fais de ce qu'est le champ de recherche de la promotion de la santé et de la santé publique, là aussi, c'est vraiment cette double visée. Je ne connais quasiment pas d'article, je dirais, solide sur la promotion de la santé qui se limite à une visée de production de connaissances. C'est toujours en interaction, plus ou moins directe et plus ou moins équilibrée, avec une visée transformative. La recherche en promotion de la santé, elle marche de manière équilibrée sur sa jambe de production de connaissances et sur sa jambe de participation comme l'un des fers de la santé publique. Vous allez me dire, c'est banal, tout le monde le sait. Ben ouais, mais enfin, il faut quand même essayer de le dire un peu plus clairement. Parce que là aussi, dans un travail d'explicitation, affirmer qu'on a une visée systématiquement épistémique et transformative, c'est quelque chose de structurant pour la définition du champ de recherche. Troisième élément clé, et je vais revenir ici cette fois du point de vue recherche sur la question de la pluralité des savoirs autour du point de vue scientifique, la question majeure des biais culturels, des problématiques qui vont être liées à l'occidentalocentrisme en particulier et qui vont devoir être interrogées.
et il est un élément, je ne sais pas vous si ça vous frappe, mais de penser que dans la manière dont on m'a formé, on a pu me laisser croire que quand je faisais de la santé publique, l'air, la terre, l'ancrage des gens dans le monde vivant étaient juste des facteurs, vous savez, ceux qu'on met au départ quand vous faites votre modèle dans les variables indépendantes. D'oublier que tout ça sont des acteurs clés. Mais c'est juste, c'est un biais culturel majeur, c'est juste parce qu'on nous a formatés comme ça. Évidemment que l'air, la terre, le contexte dans lequel on vit, c'est un élément structurant de la promotion de la santé, de la manière dont on va travailler les savoirs, leur interaction avec tout ça. Il y a plein de cultures qui n'ont jamais douté de ça d'un millimètre. Nous, ça nous a été difficile parce que, évidemment, l'orientation individualiste, le réductionnisme nous a conduit à prendre du recul. Eh bien, je crois que là aussi, on est dans cette mécanique, aujourd'hui en promotion de la santé, d'en faire finalement un lieu d'exploration de ces alternatives épistémologiques qui vont pouvoir s'appuyer sur, finalement, d'autres champs, d'autres référents épistémologiques que ceux de la tradition occidentale. Alors, ça a des conséquences. Ça a des conséquences qu'on va retrouver par rapport à ce qu'on a dit, la pluridisciplinarité, le fait d'assumer la pluralité des savoirs, le fait d'articuler l'universel et le local, et donc l'ancrage des évidences dans le local. Je me rappelle d'un article de Raphaël il y a 20 ans de ça, qui rappelait que l'évidence est toujours contextualisée. Il me semble que ça reste vrai encore aujourd'hui. Et puis de l'articulation de tout cela. Quatrième point, la nature des problématiques de recherche définissent aussi le champ. Je ne vais pas m'arrêter, mais elles sont extrêmement variées. Et elles vont se situer à tous les étages des pratiques de promotion de la santé. Elles vont être centrées sur la manière dont les groupes humains vont produire, créer de la santé, mais aussi sur l'action des professionnels, sur leur formation, sur leur capacity building, sur le rôle des acteurs et l'interface. Qu'est-ce qui fait que telle association dans tel village va réellement avoir un impact sur la capacité des gens, etc., etc. On définit aussi le champ là-dessus. Cinquième idée, ce qui définit notre champ, et ça ne nous est pas spécifique, toute la santé publique est comme ça, c'est qu'on ne peut pas être dans une logique de savoirs qui vont s'accumuler et finalement être dans une flèche de connaissances. Par exemple, quand vous commencez à découvrir comment marche le système solaire, vous avez des lois, elles marchent, vous les affinez de plus en plus, mais vous n'avez pas de retour en arrière, vous êtes toujours stabilisé sur ces connaissances. Ce n'est pas le cas chez nous. On est capable d'avoir des éléments qui nous permettent de penser que, par exemple, tel mécanisme a tel impact, mais on ne peut pas avoir l'ensemble de la chaîne. Ce qui fait que les savoirs en promotion de la santé relèvent plus d'une cartographie qui permet d'identifier ce que sont les caractéristiques, par exemple, d'un mécanisme de traduction sociale qui va permettre, là aussi, de mobiliser tel ou tel acteur, ou bien de tel ou tel mécanisme qui va permettre un professeur du secondaire puisse intégrer dans ses pratiques un certain nombre d'éléments des pratiques promotrices de santé. Eh bien, tout ça va relever de balises, de phares qui vont indiquer des leviers, qui vont indiquer des obstacles, on pourrait me dire des récifs ou des courants marins, qui vont construire une vision qui ne sera jamais linéaire et cumulative, mais qui permet, par contre, de se repérer et de produire de la recherche, de la pratique et des politiques, mais bien évidemment avec sous-jacente, classiquement, la problématique de ce qui est reconnu socialement comme donnée probante. Ce n'est pas l'objet d'en discuter, mais on est bien d'accord que l'evidence-based, c'est une evidence-based ici et maintenant, en fonction des caractéristiques sociales. Donc si j'essaie de résumer tout ce que j'ai dit, de ce qui peut peut-être nous aider à structurer le champ de recherche, à le rendre explicite, c'est le fait qu'il est articulé et qu'il façonne et est façonné par l'objet, qui renvoie à des problématiques de recherche qu'on a essayé de lister, qu'il articule des contributions de champs scientifiques variés, une visée épistémique et transformative, les différents paradigmes des recherches, le fait d'assumer une écologie des savoirs et des mécanismes de traduction, de co-création de ces savoirs, de générer des pratiques collaboratives et de produire des savoirs qui relèvent plutôt d'une logique de cartographie des connaissances que d'une logique cumulative des savoirs. Bon.
Waouh! C'est le problème, c'est qu'il y a loin de la coupe aux lèvres. Hein. Si je regarde les quelques papiers que mon groupe et moi avons humblement publiés sur les 2 dernières décennies, je ne vais pas garantir tout de suite que l'intégralité de ces éléments sont présents et qu'on avait bien pensé tout ça. C'est toujours le problème de qu'est-ce qu'on peut définir comme étant un champ de recherche, et puis ce qu'il est en fonction de nos moyens, en fonction de nos ressources humaines, en fonction de nos contextes, ne serait-ce que parce qu'on est limité par un certain nombre de problèmes qui restent. Distinguer l'intervention du contexte, penser ce qui relève des pratiques de promotion de la santé, mon professeur de maternelle, des interventions dans le milieu, comment est-ce que ça s'articule, comment permettre une réelle co-création entre les participants, les parties prenantes et les chercheurs des dispositifs de recherche. Bien sûr que, j'allais dire, quand on fait les sujets de thèse de nos étudiants, on met toujours les recherches interventionnelles seront basées sur un processus de co-création. Et c'est quand même pas évident. Le résultat, c'est que le partage des pouvoirs dans l'élaboration d'un dispositif de recherche avec des personnes en situation de vulnérabilité et au minimum social, comme vous en faites et comme on en fait, reste un défi. Hein. C'est plutôt devant nous, à mon humble avis. Le lien aux politiques est aussi forcément complexe, parce qu'on est tellement lié aux pratiques sociales que notre action, elle est directement conditionnée par l'action publique, notamment par les financements et les types d'orientation qu'on va avoir. Les 2 derniers éléments de défi, il y en a, je pourrais mettre 8 diapos avec les défis, mais la question de réussir à rendre intelligible la complexité, ça c'est quelque chose, j'allais dire, ça fait quasiment 10 ans qu'on se tape là-dessus. La même chose quand on a fait de l'évaluation réaliste, qu'on a construit des scénarios et des narratifs sur les mécanismes et les hypothèses, on avait du mal à être en dessous de 50 pages, quoi. Et on a du mal à rendre intelligible cette complexité, et qu'on travaille, comme un certain nombre d'entre vous, sur la théorie de l'acteur réseau, qui nous permet de donner sens, de voir comment se structurent les réseaux, comment ils se stabilisent, etc. Ouais, mais après, comment on fait pour que nos frères humains et nos sœurs humaines arrivent à intégrer ça et le fassent, juste parce qu'on a un problème de rendre intelligible la complexité et donc de la mobiliser, ce qui pour moi est un des défis majeurs. Alors, pour conclure, maintenant que j'ai essayé de vous proposer des éléments de réflexion, encore une fois, tout est banal, j'ai juste essayé de mettre ça dans l'ordre, et de vous proposer une explicitation, il faut en arriver maintenant à cette structuration du champ de recherche. Comment est-ce qu'on fait? Est-ce que le hall de gare dont j'ai parlé au départ est la bonne option? Est-ce qu'à l'opposé, les grandes facultés avec écrit, vous savez, en lettres d'or sur un bâtiment de 14 étages, faculté de recherche en promotion de la santé, va être pour le futur une hypothèse réaliste? Bon, comme ça, hein, à vue de nez, pas tout de suite. Bon, et moi, je serai en retraite, donc c'est vous qui verrez peut-être ça, mais j'y crois pas trop. Donc, si c'est ni le grand bâtiment facultaire, ni le hall de gare, qu'est-ce que ça peut être? Je crois que ça peut être la mayonnaise. Pourquoi la mayonnaise? Et en fait, c'est très sérieux. Vous savez comment c'est fait, la mayonnaise? La mayonnaise, c'est un miracle. C'est un miracle. On prend des produits qui sont aqueux, des produits qui sont des graisses, donc lipidiques, et on arrive à faire tenir ça tous les deux. Et bien, ça ne marche pas ensemble, normalement. On fait ce qu'on appelle une émulsion. On fait tenir ensemble des choses aussi différentes que, par exemple, des savoirs profanes et des savoirs scientifiques. Des données issues des sciences biomédicales et des données issues des sciences humaines et sociales. Mais pour que ça marche, il faut que les ingrédients de la mayonnaise, ben vous le savez, il faut qu'ils soient en bonne proportion. Si vous mettez 8 œufs pour un demi-décilitre d'huile, ça ne va pas marcher. Il faut aussi qu'il y ait un contexte qui marche bien. Hein, parce que si jamais votre huile est à 30 degrés et vos œufs à 30 degrés, essayez, vous allez avoir du mal à faire une mayonnaise. Et puis si vous n'avez pas le truc là, quand vous sentez qu'elle prend pas, ça ne va pas marcher non plus. Je crois que c'est exactement ça notre affaire. Notre affaire à nous, c'est d'assumer complètement qu'on est dans la tension et dans le déséquilibre, que comme une émulsion, la mayonnaise, elle tient à un moment donné. Laissez votre mayonnaise sur la table 2 jours, c'est plus une mayonnaise au bout de 2 jours. D'accord? C'est toujours des conditions qui sont liées à des ingrédients, des composantes, des contextes, à une capacité d'action qui est déterminée et qui s'appuie, là en l'occurrence sur de la lécithine, mais qui a un pôle hydrophile et un pôle lipophile qui permet que ça tienne. Ça marche, la recherche en promotion de la santé, que s'il y a des gens qui sont des traducteurs, qui sont des médiateurs, qui peuvent parler aux politiques, qui peuvent parler aux communautés,
qui peuvent parler aux épidémiologistes et qui peuvent aller parler aux anthropologues. C'est ça la lécithine de la recherche en promotion de la santé. Donc je crois que c'est ni les halls de gare, ni le grand bâtiment facultaire, c'est la mayonnaise construite dans un contexte déterminé, autour d'un équilibre déterminé. Et ça, eh ben on peut arriver à faire la mayonnaise, et l'Institut de recherche ici est un exemple typique de mayonnaise, parce que c'est quand même un peu un ovni, votre truc. On est quand même bien d'accord, hein, c'est pas une école de santé publique, c'est pas une faculté, c'est un truc où les gens viennent bosser une partie de leur temps, autour d'un sujet bizarroïde, je viens de passer une demi-heure à vous montrer combien il l'était, et qui pourtant sont capables de produire quelque chose de plus. Ça, c'est un processus intégratif. Ce n'est pas juste la somme des chercheurs des différents domaines. On produit beaucoup plus que ça. C'est ce qu'on appelle une propriété émergente. La mayonnaise, c'est typiquement là-dedans. Je crois profondément que ces structures, ces écosystèmes de développement de la recherche, ils sont fondés sur des appartenances multiples. Le sociologue, il va être affect de sociaux, sauf qu'il va passer un tiers de son temps avec nous, sur des structures d'interface, ce que je disais autour de ces traducteurs, de ces médiateurs, caractéristiquement, l'Institut de recherche en est un, et sur des communautés qui associent chercheurs et praticiens. Les quatre exemples, que je voulais, c'est effectivement l'Institut ici, qui est l'exemple de, j'allais dire, c'est comme pour les avions, quoi. C'est Institut de recherche Next Gen, nouvelle génération, pour attaquer cela. Ça fait 20 ans et ça a du sens. C'est le centre de recherche de Steno à Copenhague. C'est la UHPI, l'UIPES, comme on dit ici, qui est réellement cet espace de création d'une communauté, où c'est la chaire UNESCO et le centre collaborateur OMS dont a parlé Louise Potvin au départ. Je vous en dis un mot, vous pourrez prendre, il y a des docs et puis il y a ma carte si vous voulez de l'information, c'est de se dire qu'au cœur du dispositif, il y a la communauté. Ce n'est pas une institution, ce n'est pas un réseau, c'est une communauté où on permet de générer une dynamique partenariale dans les différentes dimensions pour permettre de créer finalement, de générer ce faire de la promotion de la santé. Alors j'avais promis que ma dernière diapositive, c'est celle-ci, serait un essai de réponse aux 4 questions classiques de ce qui fonde un champ de recherche. La question de l'objet, oui. Notre objet est un faire, la recherche est un faire qui s'articule à 3 autres fers de la promotion de la santé. La finalité de cette recherche, c'est une finalité épistémique et transformative. La question des approches, c'est des paradigmes qui sont diversifiés, mais un cadre épistémologique et éthique commun, c'est ce que je viens d'essayer humblement de dessiner à grands traits. Et enfin, la question du chercheur dans son environnement, c'est cette création d'écosystèmes de recherche, forcément hybrides, forcément fondés sur des logiques de communauté, mais qui peut nous permettre d'avancer. Ces quelques éléments-là, simplement pour ouvrir le débat, je crois que j'ai repris des briques que chacun en a en tête, en essayant de les organiser pour répondre à ce défi qui, je crois, est devant nous, de la réinterrogation et de l'approfondissement des fondements épistémologiques de la recherche en promotion de la santé. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup de ces propos qui nous font réfléchir. Je voudrais saluer en passant, on me dit qu'on a des gens qui nous écoutent au Portugal et en Haïti et qui ont déjà une question pour vous. Et en attendant, préparez les vôtres parce que je vais ouvrir cette période de questions. Alors, il y a quelqu'un qui nous demande, vous avez présenté 4 types de fers en promotion de la santé. Est-ce qu'ils sont interreliés ou est-ce qu'on peut les dissocier, les utiliser l'un indépendamment de l'autre? Oui, c'est une très bonne question. D'abord, c'est forcément schématique, puisque l'objectif, c'est d'être intelligible, c'est-à-dire de rendre lisibles des mécaniques qui sont extrêmement complexes. Vous savez, quand vous êtes dans un travail de recherche-intervention, il y a mécaniquement une intrication, forcément du faire des professionnels qui sont dedans, du faire de la politique parce que vous avez eu un financement et que vous avez pu aller, par exemple, dans des écoles ou dans des hôpitaux, du faire de la recherche, et ça va faire écho avec les autres fers. Donc, ce que je crois, c'est qu'ils ne sont pas dissociables,
c'est-à-dire qui sont vraiment constitutifs de l'activité de promotion de la santé. Par contre, ils prennent des configurations et des articulations qui, elles, sont extrêmement variées, avec, j'allais dire, une pondération qui va faire que dans un certain nombre de cas, ça va être essentiellement centré sur un groupe de professionnels. Il y a des associations, des groupes professionnels, des syndicats, d'acteurs de la promotion de la santé. Eh bien, forcément, dans leur action, beaucoup de choses vont tourner autour du professionnel. Dans d'autres cas, ça va être le volet politique. Donc oui, ils sont toujours interreliés, c'est une représentation schématique. Par contre, ils prennent des configurations très, très, très différentes selon les contextes. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle qui sont prêtes? Moi, j'en aurais une pour vous. Les gens en marketing utilisent des données massives et l'intelligence artificielle pour créer ce qu'ils appellent l'ADN du consommateur. Alors, chacun d'entre nous, on a un ADN. Hein. Ils nous ont construit un ADN à partir des sites qu'on va voir sur Google, à partir de ce qu'on met sur notre fil Facebook, à partir des amis que nous avons et de leurs préférences à eux. Donc, ils savent tout ça. Et ils sont capables de prédire ce qu'on va acheter la semaine prochaine et dans 2 semaines. Donc, de nous proposer des annonces. Puis, c'est fascinant à quel point, de plus en plus, ils sont vraiment très précis. Est-ce que cette utilisation de données massives et d'intelligence artificielle en santé des populations, qu'est-ce que ça va provoquer dans le champ de la promotion de la santé? Cette base de données qui vont permettre de prédire des comportements de santé. Alors ça, c'est une question tout à fait majeure aujourd'hui à laquelle, je crois, pas seulement nous, mais de nombreuses équipes travaillent. Je vais juste vous prendre un tout petit exemple. On travaille avec les mutuelles, les assurances santé en France. Pourquoi est-ce qu'on a un travail étroit avec eux? Parce que les mutuelles et tout le secteur assurantiel a compris que bientôt, ce n'est pas le risque qu'on va couvrir, mais ce qu'on va devoir couvrir, c'est l'ensemble des interventions préventives avant la déclaration de la maladie. Et on le voit très bien pour un diabète de type 2, par exemple, un certain nombre d'interventions bien ciblées à différents âges de la vie vont avoir un impact. Donc c'est un changement radical dans le rapport, l'équilibre entre le curatif et le préventif. Vous voyez que là, j'ai pris un point de vue, entre guillemets, plus médical des choses, où on perçoit directement l'impact des big data sur, finalement, une forme de prédiction, alors avec des questions éthiques, etc., qui sont posées, mais des comportements qui, je crois, vont radicalement changer un certain nombre de pratiques, les pratiques assurantielles, les pratiques, évidemment, cliniques, les pratiques du médicament, vont être très, très fortement impactées. En ce qui concerne maintenant la question de la santé publique et plus spécifiquement de la promotion de la santé, je pense que c'est plus difficile à l'échelon des individus, parce que, somme toute, quand bien même les algorithmes soient-ils puissants, sur, je dirais, un ensemble aussi complexe que la santé d'un individu dans ses comportements, dans sa relation à son écosystème de vie, renvoie à quelque chose d'un tout petit peu différent que l'achat d'un pot de telle ou telle crème à dessert. Donc à l'échelon individuel, tout de suite comme cela, mais bien sûr cela peut changer, ça me paraît compliqué. Par contre, l'intelligence artificielle pour penser les réseaux, là me semble être un enjeu, et je sais que l'équipe de Louise Potvin y travaille tout comme nous de son côté. Nous avons de grandes difficultés, je l'ai dit à plusieurs reprises, à finalement rendre lisible la complexité. Parce que quand vous avez un réseau, même simplement dans un village, vous avez simplement 20 acteurs qui jouent et qui vont être déterminants chacun à leur niveau dans finalement un vrai service de promotion de la santé en direction des bébés, par exemple, ou des femmes enceintes, on a du mal à le modéliser. Eh bien, l'ambition, et beaucoup d'équipes y travaillent, pas seulement les 2 nôtres, c'est d'arriver à identifier des régularités dans les fonctionnements des réseaux, de le faire sur un nombre suffisant d'interventions, notamment d'analyses rétrospectives, pour faire, comme quand on fait de la météorologie, savoir que la probabilité que l'événement B intervienne dépend de l'état de l'événement A. Donc, pour résumer vraiment, pour ce qui relève de la médecine et de l'assurantiel, il n'y a pas de doute, l'impact est immédiat, c'est tout de suite. Pour nous, je crois que c'est plus autour, c'est une vision à partager, autour des logiques de réseau plutôt que des comportements individuels en matière de santé qui vont être difficiles, je crois, du fait de la complexité de ce que nous étudions à mobiliser tout de suite. Mais c'est un avis sans compétence particulière. D'autres questions? Oui, le micro, juste là.
Pouvez-vous vous identifier, s'il vous plaît? Bonjour, mon nom c'est Farah Martindas, je suis à la maîtrise en promotion de la santé. Merci pour votre belle présentation et merci pour l'initiative de l'ESPO. Ma question c'est par rapport à la recherche en promotion de la santé et nous savons qu'il y a un enjeu sociopolitique par rapport à l'environnement, tout ça. Comment on peut faire pour éviter dans nos recherches qu'on déplace les problèmes? Par exemple, je m'explique. Si on a un quartier qui a un problème ou quoi que ce soit, on déplace cette industrie et nous savons qu'il y a l'approche écosystémique. Comment on fait pour, on se protège nos individus et l'environnement dans tout ça? Comment on peut faire pour avoir cet équilibre, cette balance? C'est une question à laquelle vous doutez bien que je ne vais pas pouvoir répondre. Par contre, ce qui est certain, chère madame, c'est que je partage totalement votre préoccupation. C'est-à-dire que notre capacité aujourd'hui, et j'ai essayé de le montrer modestement, vous savez, avec ma carte d'exposition des viticulteurs aux pesticides. Je crois qu'aujourd'hui, on est plutôt dans une phase de balbutiement de la compréhension, finalement, des mécanismes d'interaction entre la santé humaine et la santé environnementale. Alors, bien sûr, hein, il y a un siècle qu'on sait ça, et même, j'allais dire, la naissance de la santé publique au XIXe siècle, elle se fait sur l'interaction en contexte urbain entre la pollution, les conditions de vie et l'espérance de vie des individus. Par contre, nous, aujourd'hui, vous avez tout à fait raison, on est en grande difficulté pour identifier, caractériser des voies qui vont pouvoir nous permettre d'intégrer les dimensions environnementales à la promotion de la santé. Il y a une deuxième partie, je crois, dans votre question. C'est la question du déplacement des problèmes. Et je pense que vous avez tout à fait raison. Et ça, c'est un élément structurant de la question des inégalités. Concrètement, aujourd'hui, lorsqu'on a une problématique environnementale, on va la régler essentiellement en la transférant à des catégories plus vulnérables que celles qui étaient confrontées. Par exemple, quand on a un bateau à démonter et à faire désamianter, ce ne sont pas des ouvriers québécois ou des ouvriers français qui le font. Les gens qui vont mourir des conséquences de l'amiante, ils vont se situer ailleurs. Eh bien, ce que vous dites, je crois, est décisif. Nous devons avoir une vision des actions de santé publique telles qu'elles n'accroissent pas les inégalités de santé et telles qu'elles pensent les effets en rebond, notamment sur les catégories sociales les plus vulnérables. Je partage réellement ces deux préoccupations avec vous, mais encore une fois, en étant dans une logique de recherche, de réflexion, plus que de solution au jour d'aujourd'hui. Alors, j'ai Louise et Kate ensuite. Alors, Louise, un petit peu, le micro s'en vient. Oui, il y a beaucoup d'étudiants. Merci beaucoup, Didier. Je pense que tu as rempli la commande de faire travailler les méninges des gens. Il y a beaucoup d'étudiants dans la salle, et moi, si j'étais dans la salle, je nous challengerait, nous, à tête un peu plus blanche, comment voulez-vous qu'on fasse de la mayonnaise dans des environnements qui ne valorisent, en fait, que la grande structure universitaire en silo? Qu'est-ce que les vieux comme nous ont fait pour faciliter, justement, les carrières qui ne se feront plus en promotion de la santé dans des grandes bâtisses en silo, mais pour faire la mayonnaise qu'il faut faire et que tu nous incites à faire? Ça, c'est une question, effectivement, qui est très pertinente et j'allais dire, c'est beaucoup plus facile pour des gens qui ont fait leur carrière, comme c'est le cas pour nous ici, que pour ceux qui vont la faire, parce qu'effectivement, les modes et les fonctionnements de promotion dans la carrière universitaire restent extrêmement formatés autour de publications qui font peu de place aux problématiques qu'on a abordées. Alors moi, j'ai quand même envie de dire que je suis un petit peu optimiste sur cette question-là. Et je voudrais vous dire, continuez à travailler en santé publique et en promotion de la santé, parce que j'ai la conviction qu'on a là réellement un champ qui va se développer et qui va avancer. Deux choses. D'abord, sur la question des publications. Vous n'êtes quand même pas sans savoir qu'il y a aujourd'hui quand même des dynamiques de remise en cause extrêmement fortes de ce mode, disons-le clairement, impérialiste de gestion de la publication. Il y a un modèle, on rentre dans les cases, on appuie sur le bouton, on a les papiers, qui est très stérilisant pour la créativité et qui fait rentrer une bonne part des chercheurs dans des logiques qui sont tout simplement quantitatives. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas publier, évidemment, il faut publier de manière de qualité, mais les choses sont en train de changer, notamment avec l'open access
et avec toutes les dynamiques qui se font autour de journaux en open access, qui ne vont plus utiliser les canaux les plus traditionnels de publication, et qui vont ouvrir plus largement l'ensemble. Toujours dans ce champ-là, je connais des éditrices en chef de revues qui sont extrêmement attentives à ce que soient publiés des articles qui rentrent dans les canons, et puis d'autres qui sont un tout petit peu plus divergents. C'est pas toi qui vas me dire le contraire, chère Louise, on est bien d'accord. Ça, j'allais dire, pour moi, c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est de se dire que pour nos jeunes collègues, ils ont à avoir conscience que dans le champ de la promotion de la santé, un grand nombre de gens, et j'en suis, et vous en êtes, sont engagés pour créer ces écosystèmes. Pourquoi est-ce qu'on a créé la chaire UNESCO et le centre collaborateur OMS? C'est pour valoriser le travail, c'est pour permettre sa visibilité, c'est pour permettre son émergence et sa structuration comme champ. Tout cela, c'est aussi des questions de visibilité, de reconnaissance et de pouvoir. Eh bien, en nous donnant les moyens d'augmenter, par toute une série de mécanismes que je ne vais pas détailler ici, la visibilité du travail des gens en promotion de la santé, on assure de manière plus efficace la prise en charge des carrières de nos jeunes collègues. J'allais dire, écoutez, pour moi, c'est une préoccupation de chaque seconde, même pas de chaque minute, de ce qu'est le devenir de mes étudiants de master, de mes étudiants de doctorat. C'est réellement un élément structurant. Pour moi, le travail autour de l'Institut de recherche, qui est typiquement un écosystème qui est là pour accueillir, je parle du vôtre, pardon, mais qui est là pour accueillir des jeunes, construire des dispositifs de formation, fournir des moyens financiers de démarrage, accompagner la rédaction des projets de recherche. On n'est pas juste dans le fonctionnement d'un département de recherche, on est déjà dans quelque chose de plus large. Et bien, la chaire UNESCO, c'est la même mécanique, c'est vraiment des espaces pour essayer de renforcer cette capacité d'action collective. Kate? Kate Fröhlich, je suis professeure en santé publique, en promotion de la santé, en fait. Merci beaucoup d'abord d'avoir fait un superbe travail autour des thématiques que j'avais abordées avec les étudiants dans le séminaire en promotion de la santé cette semaine au niveau doctoral. Je pense elles sortent beaucoup moins niaiseuses, comme on dit ici au Québec, après avoir entendu votre présentation. Chaque personne qui écoute un présentateur interprète ce qu'on entend par sa propre expérience. Puis je voudrais partager mon interprétation de ce que j'ai entendu ce soir, puis voir avec vous si ça concorde, si ça amène peut-être un nouveau spin à ce que vous venez de nous présenter. Je commencerai avec une des phrases qui était « La promotion de la santé est une pratique sociale où circulent des savoirs d'origine diverses ». Puis là, je travaille avec ce problème-là depuis longtemps, comme nous tous. Et d'abord avec le fait qu'en promotion de la santé, comme vous avez bien dit, c'est plutôt une stratégie, c'est une faire. Mais moi, je suis plutôt théoricienne. Je suis quelqu'un en recherche. On a un faire, mais on a aussi la théorie. Puis, je reviens à cette séparation qui a été faite, qu'on hérite de la médecine, de la théorie dans et la théorie de. Donc, la théorie dans étant les théories qui peuvent servir à des fins de santé publique, et on peut dire la théorie dans la promotion de la santé. Donc, les différentes théories d'éducation, psychologie, etc., qui peuvent servir à une finalité qui est la promotion de la santé. Il y a aussi la théorie 2, qui est une position à l'extérieur de la promotion de la santé qui nous enseigne sur les problématiques actuelles, etc. Moi, je voudrais mettre sur la table cette idée de théorie avec la promotion de la santé comme résolution à quelque part de cette problématique. C'est redit de ce que vous venez de faire, mais comme façon à la fois épistémologique, méthodologique et même ontologique de faire la promotion de la santé, dans le sens que si on a une théorie avec, ben, on ne peut pas avoir certaines positions épistémologiques, on ne peut pas vraiment avoir certaines positions méthodologiques, et on a essentiellement d'abord une position éthique. Donc, je voulais juste entendre... Ah oui, je suis à 100% à l'aise avec ce que vous dites.
poser la question de la théorie comme étant juste des théories externes ou de se dire il y a une grande théorie de la promotion de la santé, tout simplement pas poser la bonne question. La bonne manière de poser la question, c'est ce que vous avez dit, c'est forcément de la théorie avec, et cette théorie avec va passer, je dirais, autour du prisme des contextes dans lesquels on est, parce que ce que vous dites, par exemple, et moi ça me parle beaucoup, hein, de dire, la théorie avec, elle va finalement exclure certains positionnements épistémologiques et certains positionnements éthiques. Et je mets juste une virgule à la phrase, et je pense que vous allez être d'accord, dans un contexte et un temps donné, et qui va être là. Mais je partage vraiment cette idée, c'est forcément de la théorie avec, c'est forcément des choses qui sont ancrées, et à partir de ce moment-là, vont découler des choix épistémologiques, alors et ontologiques, j'ai pas osé, parce que déjà ce que je racontais était un peu abscon, donc je suis pas rentré dans la question de l'ontologie, mais vous avez complètement raison, c'est décisif. Des choix au niveau des paradigmes de recherche, des choix au niveau de la recherche, et je suis vraiment très à l'aise avec cette vision de dire que c'est la manière dont on va construire la théorie avec qui va informer les choix qu'on va faire et qui va nous rendre capables de les justifier, de les expliciter. Parce que c'est toujours ça notre truc. C'est comment, dans le champ scientifique, on devient capable de les expliciter. Donc là, vraiment, très très à l'aise avec cette lecture que vous faites. D'autres questions? Oui. Lucie Richard, moi je suis professeure en sciences infirmières en promotion de la santé et chercheur à l'IRSPOM également. Merci beaucoup pour une présentation très englobante et très inspirante. Moi, j'aimerais vous entendre un petit peu plus loin sur la question des conditions à mettre en place pour structurer la recherche. Vous avez parlé de médiateurs, de traducteurs, de monsieur, madame Lécithine, je trouve. Est-ce que vous pouvez élaborer, peut-être en donnant des exemples concrets? C'est une question, encore une fois, qui est une question ouverte. Dans ce que vous dites, j'aurais envie de dire qu'il y a deux questions. Il y a une question de structure et une question de personne. La question des personnes, c'est comment est-ce qu'on est capable, parce que dans cette salle, nous sommes tous des formateurs ou des formés, nous sommes dans des institutions qui sont là pour créer ce que je qualifierais d'une culture commune. Qu'est-ce que c'est de cette culture commune lécithine, pour reprendre comme vous le disiez? C'est la capacité d'intercompréhension que vont avoir les futurs chercheurs en santé publique et en promotion de la santé, je dirais, des fondements épistémologiques, des théories embarquées des différents savoirs qui sont présents. Donc on va avancer à la condition que cette question de la médiation et cette question de la traduction, elle soit au cœur de nos dispositifs de formation. Et pour moi, ce n'est pas juste quelques personnes, vous êtes vous-même, Madame Potvin elle-même l'est, des personnes qui avaient des cultures multiples. Et donc, dans la manière dont vous avez construit et structuré l'Institut de recherche, mécaniquement, vous avez agi comme des médiateurs puisque vous avez accueilli des cultures scientifiques qui sont différentes. La seule chose, c'est que pour que ça marche, il faut que ça devienne un des éléments structurants des formations qui sont les nôtres. En gros, un master, ça sert à former des cadres, ça sert aussi à former des chercheurs dans la culture commune de tous ces gens-là. Au cœur, il y a cette question des savoirs, cette question de la traduction, cette question de la médiation entre les savoirs. En tout cas, je crois profondément que, comme levier de transformation, c'est à notre échelle, j'allais dire, comme tu l'as dit avec délicatesse, ceux qui ont les cheveux un peu blancs, c'est à notre échelle de le faire, mais c'est également dans la formation. Deuxième question, les institutions. Les institutions, c'est compliqué. C'est compliqué parce que les modes d'organisation académique sont des modes d'organisation qui ont une caractéristique, c'est qu'ils sont de plus en plus centralisés. Vous savez qu'il y a eu une grande bascule. Le pouvoir a été facultaire pendant l'essentiel de l'histoire des universités, depuis Bologne et la Sorbonne il y a 1000 ans. Et puis on a basculé après la Seconde Guerre mondiale et de manière très accélérée à partir des années 80 sur des systèmes où le pouvoir est à l'échelon de l'université et puis à l'échelon des facultés. Ça joue énormément dans nos affaires. Parce que ça signifie que pour créer des structures, par exemple, qui vont permettre de faire ce lien, d'accueillir, je dirais, des savoirs différents, de mettre en place des méthodologies de recherche qui vont être adaptées à la santé publique ou à la promotion de la santé, on va devoir être en capacité finalement d'entreprendre et de démontrer la plus-value institutionnelle du dispositif. C'est la raison pour laquelle je vous mentirais
si je vous disais que je pense que toutes les structures universitaires vont faire ce que vous avez fait à l'UDM ou ce que nous avons fait dans mon université. C'est simplement parce que, en gros, pardonnez le terme, on avait certainement un pouvoir suffisant vis-à-vis de l'autorité académique pour dire « je sais que ce qu'on a fait est un truc complètement bizarroïde, ça n'est pas une faculté, c'est pas une école, c'est pas un labo, c'est une sorte de carrefour, on va faire bosser des gens, on va mettre de l'argent, et puis on va faire ça pluguer sur la santé publique de Montréal, ou comme nous, pluguer sur les agences des Nations Unies. » Je pense qu'il va falloir continuer à travailler ensemble pour que ce volet structurel puisse avancer. Et moi, je crois beaucoup aux ressources humaines. Ce qui change le monde, c'est les gens. Et donc, si nous sommes capables de penser nos masters, de penser nos licences, avec cette idée que peut-être le cœur de la culture commune, il va se situer au niveau de cette capacité à gérer cette hétérogénéité des savoirs, à les penser d'une manière écosystémique, à mon avis, on va gagner un cran. Et bien, sur ce, il me reste à remercier notre conférencier. On l'applaudit. Merci, M. le Doyen. Merci à vous. À remercier ceux qui nous suivent et nous suivront sur Facebook parce que ce sera disponible aussi en rediffusion pour ceux qui veulent le revoir, et à vous remercier d'avoir participé en personne. Bon, on va clore. OK. Alors, et le prochain rendez-vous pour les conférences magistrales le 20 février, je vous invite, ce sera la professeure Audrey Smargiassi qui va nous parler des données massives et de leur utilisation en santé et en environnement. Alors, au 20 février, c'est un rendez-vous et je vous invite à partager un vin et quelques fromages. Merci à vous. Merci à vous.